Merci de nous rejoindre sur CAMnews 24. L'instant est consacré à l'analyse, aux commentaires et au décryptage de l'actualité mondiale à travers International. Et ça va se faire comme toujours avec notre journaliste consultant, spécialiste des questions internationales, Ghislain Cougan. Merci Donald de me dérouler le tapis rouge. Merci encore. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau à chaque fois qu'il est question de parler des affaires internationales. Et commençons tout de suite avec cette histoire qui se déroule donc au Burundi. La figure de la société civile burundaise et président de l'Association pour la protection des prisonniers et des droits humains, Pierre-Claver Mbonimpa, a été victime d'une attaque. Selon sa famille, il a été touché par plusieurs balles. Sa vie ne serait pas en danger. Tout de suite, pourquoi s'en prendre à Pierre-Claver Mbonimpa alors qu'on n'avait pas fini de faire le dé du général tué? La question est difficile, pourquoi s'en prendre à celui-là? Je pense qu'il faut placer cet acte odieux dans le prolongement de l'ambiance qui prévaut au Burundi depuis la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat, dont l'environnement n'est pas encore apaisé. C'est vrai que l'élection présidentielle est aujourd'hui derrière nous, mais il est clair qu'il y a encore quelques signes de ce qu'on ne tend pas déjà vers l'apaisement. Donc, pourquoi perpétrer cet attentat sur ce monsieur? La question se pose. C'est comme on aurait pu aussi attenter à la vie d'un autre individu. C'est vrai que celui-ci n'est pas n'importe qui, il est quand même une figure de pro pour ce qui est de la société civile. On peut également s'interroger sur le pourquoi de la mort du général qui est proche de Pierre Nkurunziza. Donc il n'y a pas une raison précise. On peut parler de représailles par rapport peut-être à la mort du général qui est très proche du parti au pouvoir, mais je pense qu'ici, tout cela fait partie d'un ensemble de problèmes, un environnement pourri, tendu, avec l'opposition qui ne reconnaît toujours pas la victoire de Pierre Nkurunziza, avec Pierre Nkurunziza qui a travaillé suffisamment pour qu'on puisse maintenir l'élection présidentielle coûte que coûte, avec la communauté internationale qui n'est pas d'avis, qui n'apprécie pas, mais qui finalement est obligée d'accepter. Donc c'est un tout, un fourre-tout qui rend la situation beaucoup plus insoutenable au Burundi. Certaines personnes s'inquiètent pour la sécurité de ces militants des droits de l'homme, pensent qu'il faille faire du bruit et marquer leur soutien aux blessés. Bien sûr, je pense que quand une situation comme celle-là se présente, il est évident qu'on apporte toute sa fraternité, toute sa reconnaissance, toute son aide à celui qui souffre. Mais encore une fois, est-ce qu'il fallait automatiquement attendre la mort d'un fervent militant de la société civile pour qu'il y ait un déclenchement, une ferveur, une volonté de lui venir en aide? Je ne pense pas. Je pense que la situation, elle est compliquée, elle est précise. Maintenant, il faut en tirer les leçons et les conséquences de ce qui se passe. Vous avez choisi, vous, monsieur Anizoua, dans votre questionnement, de privilégier la piste de la mort du militant de la société civile. On aurait également pu interroger la mort du général, bien qu'il soit proche du pouvoir. Un mort est un mort, encore que le militant n'est pas encore mort. Donc, alors qu'il y en a un qui est déjà sous terre. Certainement qu'on parlera de la mort du général, mais je reste sur cette soif des questionnements. Cette agression pourrait-elle replonger le pays dans les affres du passé récent émaillé de violence? Je pense que c'est ce qu'on pourrait observer, même si j'ai le sentiment que le parti au pouvoir a très vite compris. D'ailleurs, le président est monté au chrono pour dire à ses militants de ne pas tomber dans le piège de la vengeance. Parce qu'en cela, on estime que c'est peut-être parce que le général proche du pouvoir a été tué qu'en représailles, on a attenté à la vie de ce monsieur. Et donc, on ne peut pas être suffisamment sûr de ce qui se passe, mais je pense qu'il faut jouer la carte de l'apaisement. D'ailleurs, l'ONU s'est prononcée sur la question en disant que la situation était davantage et même suffisamment délétère. D'aucuns ont même estimé qu'il s'agissait des prémices d'une guerre dans le pays. Donc il faut savoir raison garder. Les jours à venir, les heures à venir nous indiqueront suffisamment sur ce qui va se passer. Mais croyez-moi, comme vous l'avez signifié, la situation est dangereuse. Elle est beaucoup plus complexe. Encore qu'on n'a pas encore digéré cette confusion entre élections présidentielles, on va, on ne va pas, entre le président qui a été finalement soutenu par l'Union africaine alors que l'opposition a décidé totalement de boycotter l'élection présidentielle. On pensait quand même, c'est-à-dire que la mort de ce militant est la pire des choses arrivées. Il fallait quelque chose, mais pas cela encore, pas maintenant.
Alors, la mort du général, le chef de renseignement, le général Adolphe Chimiramana, je crois que je m'en sors cette fois. Alors, cette mort-là, à qui peut-on attribuer ces crimes? Justement, à qui est-ce qu'on peut attribuer ce crime? Rapidement, beaucoup pourraient estimer qu'il s'agit de ceux qui ne sont pas d'avis favorable avec ce qui s'est passé, notamment la victoire du président Nkurunziza au pouvoir. Et je pense qu'il est trop facile et trop hâtif de dire que la mort du général est provoquée par l'opposition ou par celui-ci ou par je sais pas moi, par ceux qui ne sont pas favorables au pouvoir du président Pierre Nkurunziza. Mais évidemment, il y a forcément une main noire derrière cela, qui est à savoir pourquoi, quelles sont les raisons, on ne peut pas savoir, effectivement. Mais je pense qu'il faut se garder de faire très rapidement une corrélation entre la mort du général et la mort de ce militant fervent des droits de l'homme. Même si dans la société burundaise, beaucoup d'analystes estiment qu'il y a effectivement un corollaire et que l'État s'est peut-être vengé sur ce militant qui était véritablement très actif. Alors, pour finir, Pierre Nkurunziza pourrait-il encore être ouvert au dialogue dès lors qu'il est convaincu de sa victoire à l'élection présidentielle? Oui, il s'est ouvert au dialogue, mais pas à un dialogue sur sa position, sur sa présidence. Non, je pense qu'il a compris. D'ailleurs, quand il fait une sortie pour dire à ses militants, aux uns et aux autres, d'éviter le piège justement de la vengeance, c'est pour dire, il prend la mesure de ce qui se passe. Et du haut de son perchoir, en tant que président de la République nouvellement élu, il joue la carte de l'apaisement. Alors vous comprendrez que pour lui, il s'agit de dialoguer, d'apaiser, parce que maintenant, il n'est pas de bon ton pour lui de raviver la flamme de la discrimination, des guerres entre factions, que ce soit parti au pouvoir, opposition ou alors société civile. On va partir du Burundi pour un autre pays d'Afrique. Nous irons tout de suite on va voguer entre la RDC et le Congo, où les Nations Unies ont annoncé avoir commencé le rapatriement de plus de 600 réfugiés congolais qui avaient fui il y a 6 ans la République démocratique du Congo vers la Centrafrique, désormais en proie à l'instabilité. Le retour de cette masse de personnes à RDC signifie-t-il que l'armée de résistance du Seigneur, entretenue par des rebelles venus de l'Ouganda voisin, a cessé de sévir en République démocratique du Congo? Pas du tout. Je pense simplement que les populations qui ont demandé à retourner en République démocratique du Congo ont fait une analyse comparative. Elles estiment que la situation est davantage dangereuse en RCA qu'en RDC. Et donc, elles ont donc sollicité de rentrer chez elles. Il s'agit quand même, on parle de 600 qui vont être rapatriés très rapidement. Il faut quand même préciser que depuis quelques 2800 personnes sont rentrées chez elles en République démocratique du Congo, elles qui avaient fui notamment la zizanie, la situation insoutenable entre 2008 et 2009, quand justement l'armée des résistants du Seigneur martyrisait le peuple en République démocratique du Congo. Donc il n'est pas indiqué, ces rebelles ougandais sont encore là, même si ils n'ont plus suffisamment d'allant, parce que les Nations Unies également sont sur le terrain pour lutter aux côtés des populations, des civils. Mais il n'en est rien, ce n'est pas le retour de ces populations, ne veut pas dire que les rebelles ont disparu, c'est juste parce qu'elles ont estimé que la situation est davantage plus préoccupante en RCA, notamment après l'éviction du président Bozizé en 2013, le pays, la RCA, qui connaît la pire crise de sa vie depuis son indépendance en 1960. L'Organisation des Nations Unies qui dirige donc ce rapatriement aujourd'hui n'ignore pas tout de même que l'armée de résistance, j'insiste là-dessus parce qu'il y a quand même une présence assez forte de l'armée de résistance du Seigneur du côté de la région d'Ango en RDC. Et là, pourquoi rediriger ces Congolais de ce côté-là alors qu'ils viennent de là? Non, je pense simplement qu'il s'agit premièrement de la volonté de ces populations, celles-là qui ont fui la crise entre 2009 et 2008, 2008 et 2009, de rentrer chez elles. Parce que la situation en RCA, vous savez très bien qu'en RCA, c'est le flou total entre, après l'éviction par les armes de Bozizé, vous avez vu par une façon de rebelle à dominante musulmane, et vous avez vu comment une milice s'est formée également, les anti-Balaka, il y a eu un foisonnement, une sorte de guerre entre le Séléka ou la Séléka
choisissez votre article contre les anti-Balaka, ça veut dire que le climat en RCA est totalement difficile. Et jusqu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à l'élection présidentielle en RCA. On nous parle de janvier 2015. Aujourd'hui, c'est encore une présidence de transition. Donc, la situation est davantage inquiétante du côté de la RCA, plus que là-bas en RDC. C'est la raison pour laquelle ces individus ont un peu essayé de comparer et ont estimé qu'il était plus intéressant pour elles, ces populations-là, de rentrer en République démocratique du Congo. Donc si l'ONU a pris sur elle de les accompagner, ça veut dire qu'elle va travailler à mettre sur pied les mesures d'accompagnement pour que ces populations-là puissent suffisamment s'installer, même s'il faut relever que les délinquants, les rebelles sont toujours présents. Il était de bon ton qu'on sache pourquoi est-ce que l'ONU accompagne donc ces réfugiés à rentrer chez eux à Ango, en RDC. Alors, l'insécurité permanente dans le camp des réfugiés des Émio démontre tel que l'on est encore bien loin du retour au calme en RDC. En RCA. Bien évidemment, et c'est justement fort de cette insécurité-là que les populations ont décidé, ont préféré rentrer chez elles. Parce que véritablement, c'est compliqué. Vous voyez très bien, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui on signe des accords de paix et que quelques minutes après, vous avez des tirs, vous avez la poudre qui parle, les armes qui chantent, on ne sait plus qui tient véritablement quoi. La présidence de transition est débordée partout et la RCA est un terreau fertile notamment à tout genre de délinquants, de sectes et puis de hors-la-loi. L'actualité mondiale de la semaine, nous sommes toujours en Afrique et rendons-nous à présent en Afrique du Sud où Julius Malema serait tiré d'affaire pour le moment. Le leader du parti de gauche radical EFF devait être jugé pour corruption, blanchiment d'argent, fraude et raquettes dans une affaire datant de 2009. Sauf que son procès a été de nombreuses fois repoussé depuis 2012. Une fois de plus, mardi 4 août, les audiences n'ont pas pu débuter en l'absence d'un des co-accusés malade à l'hôpital. Un énième délai n'était pas acceptable selon le juge qui a décidé de lever les poursuites qui pèsent sur Julius Malema. L'abandon des poursuites contre Malema confirmerait-il son innocence ? Pas du tout. Sur le plan juridique, pas du tout. Ou judiciaire, pas du tout. En fait, quand on écoute très bien, c'est juste parce que le procès Malema a beaucoup trop duré depuis, je crois, 2012. L'affaire date de 2009. À chaque fois, à maintes fois, l'affaire a été renvoyée. Alors le juge, le parquet a décidé de ne plus procéder à un autre renvoi. Pourquoi? Parce que vous l'avez évoqué vous-même, il y avait un co-accusé qui était malade. C'est vrai que Malema avait déjà souhaité que l'on puisse détacher les audiences, c'est-à-dire que chacun ait son procès. Puisqu'il se rendait à l'évidence que son procès était lié, puisqu'ils sont trois. Alors, il avait demandé qu'on puisse écouter chacun de manière séparée, ce que le parquet n'avait pas accepté. Et donc, voilà que, faute de pouvoir, encore une fois de plus, reporter le procès, Malema a été déclaré comme libre. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y avait rien contre lui, même si pour Malema, il s'agit d'une victoire, parce qu'il a toujours clamé qu'il s'agissait d'une traque politique de l'ANICE contre lui. Pourquoi le même parquet explique qu'il ne s'agit pas d'un acquittement et que le dossier pourra être réouvert à une date ultérieure? Ce sera le même dossier? Bien sûr, le même dossier, parce que le dossier n'a pas été évacué. On n'a pas écouté Malema, puisqu'on parle de blanchiment d'argent, raquettes, corruption. On ne l'a pas écouté. On a juste laissé Malema libre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne pouvait plus procéder à un nouveau report. Donc, on n'a pas vidé véritablement le contenu de l'affaire. En dépit de tout, l'affaire représente bien un revers pour le pouvoir. Bien sûr, un revers pour le pouvoir, encore que lui, il est sorti triomphant de cela, et ce n'est pas la première fois, vous vous souvenez. Donc, bien évidemment, pour le pouvoir, et quand on sait qu'il est quand même la troisième force politique en Afrique du Sud aujourd'hui, il sort revigoré, et d'ailleurs, il va davantage être un caillou dans la chaussure du président Jacob Zuma, notamment de l'ANICE, et avec ses prises de parole qui dérangent toujours. Vous voyez, il est un peu populiste, et puis il défend notamment la nationalisation des entreprises sud-africaines, avec l'expropriation des fermiers blancs, tout cela. Donc, je pense que Economic Freedom Fighters, qui est son mouvement, ça va gagner avec lui. Il va sortir davantage revigoré de ce petit revers
pour ce qui est du pouvoir en place. Justement, c'est un revers assez profitable maintenant que les charges contre lui ont été temporairement levées. Peut-on dire que Julius Malema a désormais les possibilités de dénoncer la corruption qui ronge l'ANC selon lui? Mais croyez-moi, il ne va pas refuser ce plaisir-là. Il ne va pas faire la fine bouche ou la fine oreille. Je pense qu'il va s'exprimer suffisamment sur la question et il va le faire avec beaucoup plus de crédibilité puisqu'il avait dit très tôt que ce procès était un procès politique, qu'on n'avait pas d'arguments, qu'on n'avait rien contre lui. Même si on estimait que lui, il était coupable. Pourquoi? Du blanchiment d'argent et de corruption. Parce qu'il était actionnaire, pour prendre un exemple, hein, il était actionnaire dans une entreprise de bâtiments et travaux publics qui avait gagné un marché de réhabilitation d'une route dans la province de Limpopo. Et puis, en tant qu'actionnaire, dans le cahier de charges, l'entreprise faisait part de ce qu'elle existait depuis 9 ans. Et après, on a découvert que l'entreprise existait il y avait uniquement un mois. En tant qu'actionnaire, on estimait que Malema était également complice de tout cela à travers des sociétés écrans aussi. Donc voilà, Malema, il s'en grandit, mais il faut bien préciser qu'il a été acquitté, si vous voulez, il est libre juste parce qu'on ne pouvait pas procéder à un nouveau report. En fait, le juge a refusé. Alors, on va suivre cette actualité de bout en bout, puisque CAMnews 24, c'est avec International que nous suivons ces affaires-là. Pour l'instant, on va s'intéresser à une autre actualité, mais ce sera hors du continent africain. Nous allons aux États-Unis, où le plan ou le défi d'Obama, à l'approche de la fin de son mandat, le président américain a fait de l'environnement l'un de ses principaux combats, dévoilant ainsi la version définitive de son plan de lutte contre le réchauffement climatique. On regarde cet élément. Il a fait de l'environnement sa priorité dès 2008. Barack Obama lance désormais son plan à grande échelle. Lors d'une conférence donnée à la Maison-Blanche, le président américain le rappelle, plus que jamais, la lutte contre le changement climatique est l'un des défis, dit-il, de notre époque. Le Pentagone affirme que le changement climatique entraîne des risques immédiats pour notre sécurité nationale. Même si on ne peut pas affirmer que tel ou tel événement météorologique soit lié au changement climatique, certaines tempêtes sont plus intenses, des sécheresses sont plus aiguës. Il n'y a pas plus grande menace pour les générations futures que le changement climatique. Dans le détail, une série de réglementations. Pour la première fois notamment, les centrales électriques devront réduire de 32% leurs émissions de dioxyde de carbone d'ici à 2030, et ce par rapport au niveau de 2005. Parmi ces centrales, beaucoup fonctionnent encore aux énergies fossiles, pétrole, gaz naturel ou encore charbon. Elles constituent la première source de pollution du pays. L'idée de mettre en place des normes et de réduire la pollution n'est pas nouvelle. Elle n'est pas radicale. Ce qui change, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, Washington est enfin en train de concrétiser son projet à l'échelle du pays. Une vision loin de faire l'unanimité. Les républicains jugent ces mesures disproportionnées et maladroites. Ils redoutent les conséquences sur le prix de l'électricité aux États-Unis. Qu'importe, à la fin de son mandat, Barack Obama est décidé à mener à bien son plan, et ce à 6 mois de la conférence internationale sur le climat à Paris. Un programme ambitieux. Alors, que prévoit ce plan de lutte contre le réchauffement climatique? Je pense que le plan Clean Power, c'est comme ça que Barack Obama l'a baptisé, prévoit la réduction de 32% d'ici à 2030 des émissions de carbone pour ce qui est des centrales électriques américaines, par exemple, parce que les États-Unis veulent premièrement servir d'exemple. C'est ça le plan de Barack Obama qui automatiquement va transformer l'univers de l'électricité aux États-Unis qui aujourd'hui travaille suffisamment avec l'industrie du charbon et Barack Obama à travers cette initiative demande de travailler suffisamment pour les énergies renouvelables et dont le solaire et même l'éolien, ce qui va représenter je crois près de 28%. Donc voilà la contribution. Donc Barack Obama, étant à la fin de son mandat, veut s'attaquer à un sujet préoccupant, un sujet mondial, veut montrer une Amérique qui n'est pas simplement va-t-en-guerre, mais une Amérique diplomate ou diplomatique aussi. La pollution des centrales électriques est la principale source des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Le Clean Power de Barack Obama parle-t-il de ce volet de la pollution? Bien évidemment, ça prend en compte ce volet de la pollution. Pourquoi? Parce que, et c'est la raison pour laquelle Barack Obama demande de changer des habitudes, de travailler davantage avec les énergies renouvelables. Sauf que près de 40% des énergies aux États-Unis se font avec l'industrie du charbon. Ça pose un problème. Que vont faire ceux qui ont pour habitude de travailler avec
des industries du charbon. Et c'est à ce niveau que Barack Obama est attaqué ici. Beaucoup de gens estiment qu'il s'agit d'un plan qui va travailler à une hausse prochaine du prix de l'électricité aux États-Unis. Ça devient compliqué, même si lui fait part de ce que cela va également générer des emplois. Je pense que d'ailleurs, il y a déjà, je pense, 6 États qui ont promis justement d'attaquer cette situation, ce plan Barack Obama. Vous savez que tout cela va passer par le Congrès américain et les républicains ne sont pas d'avis avec cette volonté de Barack Obama. Alors, l'on ne saurait parler de réchauffement climatique aujourd'hui sans indexer les puissances asiatiques comme la Chine, classée premier État pollueur de la planète. Le président américain fait-il cas? Je pense que, est-ce qu'il en fait cas? Je pense que quand il parle des États-Unis en matière de première puissance économique qui pollue et qui ne fait rien, il veut, à travers les États-Unis, appeler les autres puissances également à faire comme lui. Mais il ne peut pas directement nommer la Chine. La Chine vous dira, vous avez pollué depuis longtemps. Maintenant, quand on se lève, on essaie de faire un petit truc pour avancer. Vous brandisez, vous supprenez des vertus de gendarme du monde par rapport à l'environnement. Donc, je pense qu'on va aller progressivement. Et si les États-Unis travaillent d'abord en leur sein à parvenir, il faudrait d'abord que le plan Obama puisse passer au Congrès. Et après cela, maintenant, je pense que c'est quand même une bonne initiative. L'Union européenne a salué ce plan Obama, même s'il est encore difficile parce qu'aux États-Unis déjà, au Congrès, ça va être difficile pour Barack Obama, notamment, de faire passer son plan pour l'environnement. À travers ce plan, Barack Obama n'a-t-il pas anticipé sur la vision de la conférence internationale sur le climat qui aura bientôt lieu à Paris? Mais justement, et d'ailleurs, vous avez écouté le président français qui a salué cette initiative du président Barack Obama. Je pense que si on veut, Barack Obama a un peu coupé l'herbe sous les pieds du président français, même si lui, ne pouvant pas faire autrement, a apprécié, a félicité cette initiative du président Obama. Ça veut dire que lors de la conférence à Paris, on va discuter, quelqu'un vous dira non, Barack Obama a déjà posé les jalons d'une telle démarche. Donc, voilà, c'est une contribution aussi et ça ne peut être que de bonne loi pour ceux qui militent notamment pour un environnement sain. Nous aurions souhaité aller plus loin au cours de cette édition, mais mesdames et messieurs, voilà ce que le plateau d'International a réservé pour vous cette semaine. On se donne rendez-vous à une autre période pour cette émission. Ghislain Kougan, je vais tout simplement vous remercier d'être passé. Le plaisir partagé, Donald. À tous, chers téléspectateurs, au revoir et à la semaine prochaine.